Imaginez un monde où tout vous appartient. Yacht grandiose, villa somptueuse, jet privé, femme de rêve. Mais derrière ce rêve scintillant se cache un prix terrible à payer. Jordan Belfort, ce n'est pas juste l'histoire d'un homme devenu immensément riche. C'est celle d'une folie incontrôlable, d'un empire bâti sur la manipulation et d'une chute brutale qu'il a emporté dans un tourbillon d'excès et de chaos. Une leçon brutale sur les dangers d'une ambition incontrôlable, mais également sur la puissance de la rédemption. Jordan Belfort, surnommé le loup de Wall Street, incarne à la fois le rêve américain et ses dérives les plus sombres. Parti de rien, il a bâti un empire colossal en défiant toutes les règles. Mais à quel prix? Drogue, fêtes démesurées, manipulation et une obsession incontrôlable pour l'argent qui l'ont conduit à une chute spectaculaire. Pourtant, son histoire ne s'arrête pas là. Il a touché le fond, mais il s'est relevé. Et c'est clairement ce qui fait de lui une figure fascinante. Son histoire a même été adaptée au cinéma, où son rôle a été joué par Leonardo DiCaprio, rien que ça. Mais comme on le verra dans la suite de la vidéo, la réalité a parfois dépassé la fiction. La vie de Jordan Belfort commence le 9 juillet 1972. Il grandit dans une famille modeste de New York dans le Bronx, minée par les guerres de gangs et la drogue. C'est le deuxième fils de ses parents, Léa et Max Belfort. Ils sont tous deux comptables. Je pense que c'est quelque chose même qui jouera sur sa vie plus tard. Il va vraiment être baigné dans cet environnement comptable toute sa jeunesse. Et pour préserver leurs enfants de la délinquance et du crime, n'ayant pas les moyens de déménager à Manhattan, la famille va donc déménager dans un quartier un peu plus loin, à Bayside en 1970 dans le Queens. Très tôt, Jordan a été sujet à plusieurs crises d'angoisse qu'il faisait la nuit et cela inquiétait vraiment sa mère, qui le surprotégeait un peu à chaque fois. Jordan était souvent sujet à des névroses et cela l'a accompagné vraiment toute sa jeunesse. À peine adolescent, quelque chose complexait déjà Jordan à cet âge. C'était ses origines juives. Il en avait honte car la caste bourgeoise de sa ville était protestante, les fameux WASP. Et dès cette période, il cultivait déjà un désir d'ascension brûlant, une quête de revanche sur ses origines modestes. Adolescent, il a déjà des goûts de luxe. Il veut toujours avoir les meilleurs habits, il veut toujours avoir les trucs à la mode, etc. Donc il comprend très vite qu'il doit se faire de l'argent. Et pour ça, il a commencé à travailler à gauche, à droite, faire des petits boulots comme livreur de journaux, etc. Il s'est vraiment débrouillé pendant cette période. Mais à l'été de ses 16 ans, une vague de chaleur écrase New York. Donc Jordan décide d'acheter 2 glacières et se rend dans un parc d'air chez lui. Il passait de serviette en serviette pour vendre ses petites glaces à gauche à droite. Et c'est là qu'il a vu qu'il avait un talent inné pour la vente. Parce que ça marchait très bien. Et ça marchait tellement bien qu'il a embauché 2 amis à lui. Et très vite, son petit business de vacances scolaires a commencé à porter ses fruits. À la fin de l'été, c'est l'heure de faire les comptes. Et Jordan, qui n'avait mis qu'une dizaine de dollars au début de cette activité, au bout de 2 mois, il empoche un incroyable pactole de 20 000 dollars. Et à partir de là, un businessman est né. Jordan a très vite compris que les petits business marchaient, il a commencé à réitérer à gauche à droite et il a pris tout cet argent pour pouvoir se payer ses études à l'université. Il décide donc de se rendre à Baltimore, à 3 heures de route de chez lui, au Baltimore College of Dental Century, mais malheureusement ça se passe pas comme prévu. Il s'était inscrit en médecine dentaire comme sa mère l'avait suggéré, mais dès le premier jour, le prof a dit à tous les élèves que l'âge d'or des dentistes était fini. Jordan s'est dit « What ?» Donc il a décidé de quitter la salle, il n'est plus jamais retourné en cours. En 1983, Jordan a 20 ans et il n'a aucun diplôme. Il voulait prendre sa revanche sur les fameux WASP en devenant un grand dentiste, etc. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Alors il va décider de revenir sur ses bases à New York et il va être embauché en tant que commercial dans une société de livraison de viande à domicile. Comme je vous ai dit, Jordan a un talent inné pour la vente. Et très vite, il va devenir le best-seller de sa société. Il va commencer à vendre à balle. Et cela sur plusieurs mois. Tout ça lui donne très vite des idées et quelques mois plus tard, il va décider de lancer sa propre entreprise avec un ami à lui. Et il va décider de vendre lui aussi de la viande à domicile. Dès les premiers mois, c'est littéralement une explosion. Il passe de 1 camion à 26 camions. Il comprend vite que lorsque tu travailles avec des grossistes, c'est possible de les payer après. Donc dès qu'il a compris ce levier, il a joué là-dessus pour vraiment augmenter sa flotte et scaler son business à un haut niveau. Et c'est ce qui va faire de Jordan pour la première fois de sa vie un homme riche. Jordan tient enfin sa revanche. Il a le goût de ça au bout de ses doigts, il veut clairement le faire savoir à tout le monde. À seulement 21 ans, il s'achète une Porsche rouge flamboyante dans laquelle il aime bien se pavaner dans les rues de Bayside. Mais tout ce succès cache déjà les prémices d'un défaut majeur. Jordan ne pense qu'à l'argent et il s'en fout royalement des lois. Il laisse des factures impayées et ses banquiers le harcèlent. Et très vite, il est contraint à déposer le bilan et se fera retirer sa Porsche d'ailleurs et tous ses biens. Malheureusement, c'est un retour à la case départ. Et c'est là qu'un voisin lui conseille de trouver un travail dans le sud de Manhattan, à Wall Street, l'historique place boursière, symbole de la puissance économique américaine. Jordan est séduit par l'ambiance, les gens qui marchent vite, qui sont pressés, qui sont en costume cravate. Et très vite, il commence à se renseigner sur ce milieu-là. Il est totalement envoûté par un film de Michael Douglas se nommant Wall Street, qui dénonce les arnaques financières de Gordon Gekko, un trader sans scrupules. Et pour Jordan, c'est comme une vocation. Il veut faire de tout son possible pour pouvoir devenir trader.
En 1987, à seulement 24 ans, Jordan intègre le monde de Wall Street grâce à un emploi chez LF Rothschild en tant que courtier. Chemise repassée, petit parfum, il passe son entretien grâce à un gros coup de bluff. Son entretien était assez simple, on lui a demandé de vanter les mérites d'une action et là il a littéralement étonné son auditoire. Il a tellement été convaincant qu'on l'a pris sur le champ. Par contre, on lui a rappelé que garantir un gain était totalement illégal. Au début, il fait que le métier de connecteur, c'est-à-dire qu'il est l'intermédiaire entre un acheteur et un trader. Et petit à petit, il a commencé à faire sa patte, faire son trou et il a commencé à comprendre les ficelles du métier. Et quelques mois plus tard, il obtient le Graal, un diplôme de trader. Pour lui, c'est une consécration, il se dit que tout va bien, il commence à faire ses petites ventes, etc. etc. Everything's good. Mais malheureusement, le 17 octobre 1987, pouille, c'est la douche froide. LF Rothschild fait faillite et c'est l'un des plus grands cracks de la bourse à cette époque-là. Et malheureusement, il perd son job et c'est un nouveau retour à la case départ. À partir de là, il est juste dépité, il est désemparé, mais garde toujours ce mindset-là. Il veut toujours reprendre sa revanche sur les bourgeois de son quartier, etc. quand il était petit. Et il se met donc à éplucher les petits journaux en quête de nouveau travail. Et c'est en fouillant dans les petits journaux qu'il tombe sur un poste de courtier dans une petite entreprise éloignée de Manhattan, se nommant Investor Center. C'est une entreprise qui vend aussi des actions, mais des actions vraiment à basse valeur, quoi. Voilà, quelques centimes. C'est littéralement des petits bouts d'entreprise qui ne valent rien. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il vendait des paquets d'actions à des professionnels ou des particuliers en leur promettant des gains exceptionnels. Ce nouveau métier va faire tilt dans la tête de Jordan et très vite, il va commencer à comprendre les rouages. Et dès le premier mois, il va faire 30 000 $ de bénéfices. Le deuxième mois, il en fait 70 000. Et au bout d'un an, c'est 500 000 $ qu'il arrive à mettre de côté. Son ascension est juste fulgurante et Jordan devient enfin riche. Il prend un malin plaisir à se pavaner devant le country club du coin, un club réservé qu'aux protestants bourgeois. Et ceci a marqué le début de son ascension controversée. Avec tout l'argent qu'il a réussi à amasser, il décide avec un ami, David Poroch, de créer Stratton Oakmont, leur propre société qui vend des actions. Ils s'installent dans un garage de Long Island et c'est là qu'ils se sont installés pour démarrer leur activité un peu douteuse. Leur société est basée sur le fait de vendre des penny stocks, donc des actions vraiment à basse valeur, à des investisseurs crédules. Mais cette fois-ci, au lieu de vendre à des particuliers, ils veulent vendre ces actions à des gros poissons, des entrepreneurs qui peuvent mettre des centaines de milliers de dollars. Ils décident donc d'embaucher des amis d'enfance de Bayside qui n'ont ni formation ni diplôme et ils peaufinent petit à petit une méthode de vente qui s'avère être destructrice et la proposent à tous ses employés. Cette méthode, c'est la Straight Line Persuasion System. Ce sont des dialogues tout faits avec des objections infaillibles où ils montaient pas mal sur l'urgence en disant que ces actions allaient finir dans un mois, etc., etc., qu'il y a beaucoup de personnes qui allaient acheter en même temps, que oui, c'était une grosse opportunité, que les entreprises allaient péter du jour au lendemain, etc., etc., qu'ils avaient des informations cachées justement que la plupart des gens ne savaient pas. Et ça marchait. C'est ça le pire. Et c'est un succès foudroyant. Un an après avoir commencé son activité, il délocalise à nouveau ses bureaux, mais cette fois-ci très loin de Manhattan, à la 1979 Marcus Avenue, et c'est à cet endroit précis que son mythe va se construire. En quelques années, il va réunir plus de 1000 employés et générer des millions de dollars. Ces employés étaient très jeunes, entre 18 et 25 ans. C'étaient des personnes avides d'argent et de reconnaissance comme lui, et il partait vraiment les dénicher à la source, soit à la sortie de l'université, soit à la sortie du lycée carrément. La plupart n'étaient bien sûr pas formés, et beaucoup d'entre eux carrément payaient des gens pour passer les examens à leur place, ce qui leur permettait légalement de vendre des actions. Je travaillais dans une petite supérette et un employé de Stratton Oakmont est rentré dans la boutique. Il avait peut-être 24 ans et il portait une superbe Rolex. Alors je lui ai demandé ce qu'il faisait dans la vie. Il m'a répondu « Je suis trader ». Alors j'ai demandé « Est-ce que vous gagnez beaucoup d'argent ?» Il m'a dit « J'en ai gagné plus l'année dernière que tu n'en gagneras dans toute ta vie ». Alors je lui ai dit « Comment on fait ?» Il m'a donné sa carte et m'a dit « Tu veux faire de l'argent ? Sois là à 7h demain matin. » Chaque matin, c'était un spectacle sensationnel. Jordan livrait un discours enflammé devant ses stratoniens, comme il aimait bien les appeler. Et le jeune patron de 28 ans était comme un dieu. Il était adulé par ses employés et tout le monde l'obéissait au doigt et à l'œil. Pour tenir le choc de cette cadence infernale, les jeunes employés se laissent entraîner dans des addictions telles que la cocaïne, l'alcool et le Mantrax, un médicament qui fait littéralement planer. Tout le monde en prend et même les dealers viennent directement dans le bureau pour servir les employés. À vrai dire, Jordan est lui-même complètement accro et ça depuis des années. Quand je suis arrivé à Wall Street, je ne connaissais rien aux drogues. Je n'en prenais jamais. Mais au bout de quelques temps, ça me paraissait complètement normal. C'est comme devant une baignoire d'eau chaude. Au début, on trempe un doigt de pied et on le retire tout de suite, car c'est trop chaud. 5 minutes plus tard, on est complètement dedans et on s'y sent bien. Il a découvert la drogue lorsqu'il était à Wall Street et cela ne l'a jamais quitté. Dans cette entreprise, il régnait une ambiance de débauche terrible, entre drogue, sexe et tout le tralala.
Il y a même une scène qui a été reprise dans Le Loup de Wall Street où on voit une jeune dame en train de faire dans l'ascenseur vitré de l'entreprise et tout le monde regardait. C'est juste dingue en fait. Jordan organisait lui-même des challenges toujours de plus en plus fous, où mardi par exemple c'était le jour des prostituées. Il aimait beaucoup chouchouter ses employés et il organisait des fois des fêtes colossales dans des villas luxueuses où les employés débarquaient en bus dans ces fêtes remplies d'alcool, de drogue, de sexe et j'en passe. Jordan adoptait un style de vie excessif. Très vite, il a commencé à s'acheter des voitures de luxe, des villas de luxe, un hélicoptère. Et sa plus grosse folie, c'était clairement son yacht de 50 mètres, le Coco Chanel, qui a malheureusement fait naufrage quelques années plus tard dans une soirée où il était sous drogue, alcool, en pleine tempête. Franchement, c'est une histoire de dingue. Et c'est dans cette même période qu'il a trouvé sa femme, une jeune mannequin qu'il a vue dans une publicité quelque part. Il savait très bien qu'elle était là pour son argent, lui il était là pour la notoriété qu'elle pouvait lui ramener, etc. Donc ils s'entendaient plutôt bien. Pour continuer dans sa luxure démesurée, il rachète la maison de l'ancien président de la bourse de New York à Brookville, dans un quartier luxueux de Long Island. Le fait de dépenser autant d'argent et mener un train de vie luxueux comme ça motivait ses troupes. Mais c'était aussi une ruse de sa part, parce que vu que ses employés étaient tous jeunes, cupides et avides d'argent, ils n'hésitaient pas à dépenser leur argent pour ressembler au boss. Et la plupart étaient esclaves de ce train de vie. Et s'ils voulaient le maintenir, ils étaient obligés de travailler encore plus et encore plus. Malgré tout l'argent qu'ils ramènent, ils sont tous aussi fauchés les uns que les autres. Ils dépensent jusqu'au dernier cent pour tenter d'imiter mon style de vie. Alors, ils finissent par avoir des fins de mois difficiles en gagnant 1 million par an. Ce que je veux dire, c'est qu'il est plus facile de les contrôler s'ils sont fauchés. En 1991, le magazine Forbes fait un portrait assassin de Jordan Belfort et de son entreprise en parlant de son passé de vendeur de viande et ses pratiques peu scrupuleuses. Et c'est la première fois qu'on a entendu parler de Jordan en mal. Mais Jordan a continué à faire ses frasques, il se sentait littéralement invincible et intouchable. Et c'est même à ce moment-là qu'il a décidé de passer ses arnaques à un niveau supérieur, en faisant ce qu'on appelle du pump and dump. C'est tout simplement le fait de vendre des actions qu'on a augmentées artificiellement pour les vendre assez vite. Et un fait notoire qui marque très bien cet exemple. En 1993, il y a eu l'affaire Steve Madden. Jordan voulait investir plus de 500 000 $ pour avoir la moitié des parts de cette entreprise. Ce qui est bien sûr illégal parce que Stratton ne peut pas avoir autant de parts d'une autre entreprise. Et c'est là que Jordan, qui est très malin, a décidé de recourir à une astuce qui est totalement illégale. Et il va décider de créer des sociétés écrans gérées par des amis à lui en achetant des parts de Steve Madden à travers ses entreprises. Il savait très bien que l'entreprise allait rentrer en bourse et le jour de l'entrée en bourse de Steve Madden, Stratton rachète massivement les parts pour 5 $ seulement et cela a créé un mouvement de foule sur le marché et plusieurs investisseurs ont commencé à se ruer vers cette action. L'action est très vite passée de 5 $ à 18 $ et c'est à ce moment que Jordan a dit à tous ses traders de vendre l'action et en l'espace de 10 minutes, il a pris près de 20 millions $. Et croyez-moi que c'est pas la dernière fois qu'il a fait cette magouille. Il a donc bien sûr réitéré ça à plusieurs reprises. Et en 1996, la SEC, Securities of Exchange Commission, et le FBI commencent à enquêter sérieusement sur les activités de Jordan Belfort. Ils se demandent vraiment qu'est-ce qui se passe parce qu'ils voient vraiment des mouvements assez bizarres dans ses finances. Mais malheureusement, ils ont eu du mal à mettre la main sur lui parce que tout était assez contrôlé et Jordan vraiment se sentait intouchable, comme j'ai dit. Et il en jouait clairement, il était vraiment un but de sa personne, il croyait vraiment qu'il était rusé. Mais ce qu'il savait pas, c'était qu'un agent du FBI, Gregory Coleman, a décidé de se lancer à sa poursuite et après 2 ans de preuves accumulées, il a réuni assez de preuves pour pouvoir l'inculper. Et là, Jordan est serré, il doit quitter la tête de son empire, rendre sa licence de trader et est condamné à payer 2 millions $. Mais il reste quand même adulé par les employés de sa société et continue à toucher un très gros salaire de 1 million $ par mois. Le fait qu'il continue à entretenir un train de vie excessif et qu'il gagne toujours autant d'argent le pousse à commettre une erreur fatale. Il décide d'organiser une évasion fiscale vers la Suisse avec un système de passeurs. Vraiment, c'est comme dans le film, hein. C'est incroyable. Où il scotchait littéralement de l'argent liquide sur les passeurs qui partaient déposer l'argent sur des comptes en Suisse. Il a réussi à faire ça pendant quelques mois, mais Gregory Coleman était toujours sur ses côtes et il a très vite découvert la supercherie. Et en 1998, il a été une seconde fois arrêté et inculpé pour fraude. Jordan Belfort plaide coupable à plusieurs accusations de fraude et de blanchiment d'argent. Il décide de collaborer avec le FBI et témoigne contre tous ses anciens associés pour réduire sa peine. Il était condamné à seulement 4 ans de prison. On lui saisit absolument tout, ses voitures, ses villas et on a même saisi son compte bancaire. Mais le juge a été clément et pour qu'il puisse rembourser la totalité de ses créanciers, le juge lui a laissé la moitié de cet argent afin de refaire de l'argent pour pouvoir rembourser tous ses clients. Il était donc incarcéré en 2002, mais comme c'est un enfant béni de Dieu, 22 mois plus tard, il était libéré de prison pour bonne conduite. Et ce qui est encore plus fou, c'est que pendant qu'il était incarcéré, il a fait la rencontre de son futur mentor, Tommy Chong, qui était un ancien humoriste, etc., qui est parti en prison pour je ne sais quelle raison, et qui l'a convaincu d'écrire son histoire afin d'en faire une biographie. Pendant qu'il était en prison, il passait son temps à écrire, et en sortant, il a décidé de peaufiner tout ça. Et c'est en 2007 qu'il décida de sortir son livre, Le Loup de Wall Street,
qui a été un immense banger où il racontait sa vie en profondeur, ses excès, son argent, etc. et j'en passe. Et c'est lui-même qui s'est autoproclamé justement le loup de Wall Street. Et à partir de là, tout le monde a commencé à parler de lui dans les médias et ça a clairement été un nouveau souffle pour lui. Après la parution de son livre, il essayait toujours de rembourser de l'argent à gauche, à droite, etc. Devenir un homme bien. Et vu que c'est un enfant béni de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelques années plus tard, c'est Hollywood qui va venir toquer à sa porte. En effet, le célèbre réalisateur Martin Scorsese va se pencher sur cette histoire et va décider de l'adapter dans un film où le personnage qui va jouer le rôle de Jordan Belfort n'est d'autre que Leonardo DiCaprio. Rien que ça. Ils vont le payer, écoutez bien, $1 million pour pouvoir adapter son histoire au cinéma. C'est un truc de fou. Et le 25 décembre 2013, le film sort au cinéma et c'est un carton plein. Franchement, c'est l'un des films même qui m'a poussé à l'entrepreneuriat. Très honnêtement, c'est motivant. Tu vois des jeunes qui font des trucs, qui font des choses, qui se battent, qui quoi. Franchement, c'est un truc de fou. Et l'engouement autour de ce film a mis la lumière sur sa propre personne. Et vu que c'est un entrepreneur dans l'âme, il a surfé sur cette vague-là. Et il a très vite décidé de vendre des formations où il vend clairement ses anciennes méthodes plus scrupuleuses à des milliers d'entrepreneurs américains. Des coachings des fois facturés à plus de $30 000 par heure. C'est juste hallucinant. Et ce grand bond en avant va clairement lui permettre de repartir de plus belle et d'amasser des millions à nouveau. Aujourd'hui, Jordan Belfort, c'est un personnage public qui est sur les réseaux sociaux, qui donne des conseils à gauche, à droite, qui vend pas mal de formations et qui sensibilise quelquefois sur les dangers de la cupidité à travers ses conférences. Aujourd'hui, c'est un homme dans la soixantaine qui a déménagé à Los Angeles, dans son petit coin, avec sa femme. Il a clairement appris les leçons de ses erreurs. Il essaie tant bien que mal d'inspirer la jeunesse autour de lui. Yes l'équipe, c'est tout pour cette vidéo. C'est un témoignage puissant des dangers de l'ambition sans limite et de la cupidité. Elle illustre comment une quête effrénée de la richesse peut mener à la destruction, mais aussi comment il est possible de se réinventer et de tirer des leçons de ses erreurs. En explorant sa vie, on découvre les pièges à éviter dans le monde des affaires et l'importance de maintenir une éthique solide, tout en s'inspirant de sa capacité à se relever et à transformer ses expériences en enseignements précieux. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, à commenter et bien sûr à activer la cloche des notifications pour recevoir toutes les nouvelles vidéos en avance. C'était Khalil le Seul, on est ensemble, tchuss.